Madame, Monsieur, bonjour. Voilà, on est avec Hubert Gorgemans, qui est le CEO, le président de la Fondation Naturaliste. On va d'abord, c'est dans le cadre d'un programme, d'un projet européen en Erasmus+, qui s'appelle Gamification, Digitalisation et Practical Tools en Developing et en Circulaire Économie, en économie circulaire. Si vous voulez bien, on va d'abord commencer par présenter notre hôte de ce soir, Hubert Gorman. Hubert Gorman, est-ce que vous pourrez vous présenter en quelques mots? Donc oui, je suis éducateur de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'enseignement. J'ai fait un graduat d'éducateur et puis j'ai beaucoup été en contact avec des enfants qui étaient fort en difficulté D'accord. et qui avaient très peu de contact avec la nature. Et il y a eu un petit élément déclencheur, un moment où je montrais des animaux de la ferme, des enfants. Et quand on a été voir les moutons, ben, il y a finalement un des enfants qui a fait: «Oh Hubert, regarde, ils sont gros les chiens.» Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, cet enfant-là ne savait pas faire la différence entre un mouton et un chien, et ça m'a semblé dramatique. Je me suis dit: comment est-ce que les êtres humains, comment est-ce que nos cadets vont faire pour prendre soin de l'environnement s'ils ne savent pas faire la différence entre un mouton et un chien? Un chien, on en a un ici, on l'entend bien d'ailleurs, il est occupé de manger, il est occupé de s'ébrouer. Et nous, on a cette chance d'avoir été suffisamment en contact avec la Mhm. nature pour faire la différence entre un mouton et un chien. Et donc, quand j'ai vu cet enfant faire cette confusion, je me suis dit: mais au fond, il y a une pauvreté totale et il y a peu de chances que cet enfant qui ne sait pas faire la différence entre un mouton et un chien prenne un jour, quand il sera adulte, quand il sera un décideur de la planète, qu'il prenne les bonnes décisions concernant l'environnement s'il ne connaît pas l'environnement. Il en fallait pas plus pour prendre mon bâton de pèlerin, créer une association, une ASBL, une association sans but lucratif, qui a pour objet d'éduquer par l'émerveillement, et créer également une fondation, la Fondation Naturalis, qui a pour objet de gérer du patrimoine, des bâtiments et des terrains pour le même objectif: sensibiliser, protéger, éduquer. On a dit qu'on était dans le cadre d'un projet européen sur l'économie circulaire. Hubert Gorman, notre conversation va aller vraiment dans le cœur de l'économie circulaire. Tout d'abord, quel est le principe de l'économie circulaire? Comment vous, personnellement, le définiriez? Alors, bah, l'économie circulaire, finalement, le mot le plus important dans cette idée, c'est le cercle, c'est l'idée d'avoir euh, non pas une ressource qui va être consommée, vendue, utilisée et puis jetée, mais bien des ressources qui vont être réutilisées de manière circulaire. Donc, par exemple, on peut partir d'un déchet. Mhm. Un déchet peut être une ressource, et cette ressource peut être transformée finalement en nouvelle, ce déchet peut être transformé en nouvelle ressource, être réutilisé, être réimplanté dans l'économie et donc devenir finalement une boucle. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'économie circulaire, c'est cette image du serpent qui se mange la queue, et de se dire que finalement, dans ce domaine-là, on imite la nature. Dans la nature, il y a quelque chose d'extraordinaire: il n'y a pas de déchet. Le déchet n'existe pas. Mhm. On a ce privilège énorme d'Homo sapiens d'avoir inventé quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est le déchet. On peut fabriquer des choses, les mettre en grand nombre en un endroit et fabriquer une pollution, un déséquilibre. La nature ne fabrique pas ce genre de choses. Pour vous, quelle est l'idée principale qui est défendue justement par l'économie circulaire? Eh bien, l'idée, justement, c'est de se rapprocher le plus possible d'un cercle qui soit vertueux, c'est-à-dire que on va euh, ne pas laisser de choses qui vont abîmer le substrat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, la nature, c'est notre support. Donc, la planète Terre, c'est notre support et on en a besoin. Alors, moi, mon corps est mon support, j'ai besoin de le respecter. Je ne peux pas enfreindre les règles de la biologie. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger. Il y a un peu une règle des trois. Si j'arrête de respirer, dans 3 minutes, je suis mort. Je suis pas le seul. On est à peu près tous dans ce Mhm. cas-là. Il y a quelques personnes qui peuvent aller un peu plus loin que 3 minutes, mais on n'est pas nombreux.
Il y a une autre règle, bah, il faut boire. Si on ne boit pas pendant 3 jours, eh bien, je pense que le chien a presque fini sa Oui, oui, gamelle. il Il a serait fini, mieux il a de la fini. retirer, comme ça on n'a pas trop de bruit pendant la Voilà. conférence. Et on disait, voilà. Donc voilà, la deuxième règle, ben, on ne peut pas se permettre de ne pas boire pendant 3 jours d'affilée. Et pareil pour manger, c'est 30 jours. Et donc, mon support corps, je dois le respecter de la même manière que notre planète est notre support. Si on détruit cette planète, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de planète B, même si certains rêvent d'une exoplanète sur laquelle on pourrait aller vivre. Pour l'instant, on a de fortes présomptions d'idées qu'il y a fort probablement d'autres planètes sur lesquelles on pourrait vivre, mais elles sont tellement loin, on parle d'années-lumière, de centaines de milliers d'années-lumière, que pour l'instant, on ne peut pas y aller. On pourra peut-être jamais y aller. Donc finalement, la solution la plus simple à l'heure actuelle, ce serait peut-être tout simplement de respecter notre planète et de se dire, puisqu'elle est là, puisque c'est notre support, pourquoi pas l'utiliser? Et pour l'utiliser convenablement, pourquoi pas essayer de mieux la comprendre? D'où l'idée d'éducation à l'environnement. Quel est pour vous le contraire de l'économie circulaire? C'est assez simple, hein, c'est l'idée une économie linéaire. Donc, on va prendre une ressource, on va prélever par exemple Mhm. une roche, du pétrole, on va l'utiliser, la consommer, la jeter. Et le pire qui puisse arriver, c'est de fabriquer un déchet. Mhm. Typiquement, on peut utiliser du pétrole, une ressource extraordinaire. On peut en fabriquer du plastique, une matière extraordinaire également. Il y a des tas de choses qu'on ne peut faire que en plastique. Je pense notamment au domaine médical. Et donc, si on fabrique du plastique qui est jetable, au lieu de faire quelque chose qui est durable, réutilisable ou on pourrait utiliser du plastique uniquement pour des choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec du plastique. Mais si je prends du plastique, je fabrique un sac, un gobelet et je le jette après une utilisation, j'ai fait probablement l'utilisation la moins intelligente de cette ressource merveilleuse. Et donc finalement, cette économie qui est linéaire, je prends une ressource, je la consomme, je la jette, c'est probablement l'utilisation la moins intéressante. En plus du chien qui a fait un petit peu de bruit, je vais quand même fermer la porte, comme ça on n'entendra pas les voitures. Mhm. On disait, voilà. On parle justement de cette différence entre l'économie circulaire et l'économie linéaire. Quelle est la différence pour vous principale? Alors, ben, la différence, c'est que l'une est linéaire, l'autre est circulaire, et que donc, finalement, l'avantage d'une économie circulaire, c'est que justement, elle a un point qui est vertueux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en tout cas, c'est l'idée, de prendre une ressource. Mhm. C'est le secteur primaire, c'est celui qui fabrique de la richesse, c'est les mines, par exemple, c'est Mhm. l'agriculture, c'est l'idée d'aller chercher une ressource dans la nature, de l'utiliser de la consommer, mais de pouvoir réfléchir dès le principe de l'extraction à la manière dont cette ressource va être réutilisée. Par exemple, si on prend l'agriculture qui va fabriquer Mhm. des produits qui sont organiques. On va prendre un chou, un potiron, une tomate, peu importe. L'idée, c'est de fabriquer un produit, de le consommer et les déchets qui sont les résultants de cette agriculture, par exemple, dans une carotte, les fans peuvent être consommés en fait, mais les fans de carottes, on pourrait aussi les mettre dans un biodigesteur. Donc un biodigesteur, c'est une espèce de grande cuve dans laquelle on va déposer les déchets organiques. On peut déposer des tas de choses qui ne se mangent pas. On peut déposer nos propres déjections, on peut déposer les tonnes de gazon, on peut déposer les tailles. Mhm. En fait, dans un biodigesteur, on peut mettre ce qui va dans le sac vert. Alors, Et, et, et dans ce sac vert, il y a des tas de matières organiques. mhm. Si on les met dans le biodigesteur, on va fabriquer du gaz. On va Mhm. fabriquer du biogaz. En fait, c'est du méthane. Ce méthane-là, on peut l'utiliser, on peut le brûler. On peut par exemple l'utiliser pour cuisiner. Je pourrais alimenter ma cuisinière au biogaz. Pendant le processus de la biométhanisation, ce processus va générer de la chaleur, on pourrait utiliser cette chaleur. Mhm.
Et cette chaleur, on pourrait l'utiliser, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Quand on utilise de l'énergie et que cette énergie produit de la chaleur, on peut réutiliser cette chaleur pour faire autre chose. Vous avez dit cogénération. Cogénération. Ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pendant que j'utilise un moteur pour une application donnée, je pourrais utiliser la chaleur qui est générée par ce moteur pour, par exemple, fabriquer de l'eau chaude, Mhm. alimenter mes radiateurs, refabriquer de l'énergie, et ainsi de suite. Quels sont les vrais avantages, d'après vous, de l'économie circulaire? Alors, toujours par rapport à cette biométhanisation, le gros avantage, par exemple, si on utilise les déchets, c'est que non seulement on fabrique de l'énergie, donc sous forme de biogaz, sous forme de méthane. On peut réutiliser la chaleur sous forme de cogénération, mais enfin, le reliquat, c'est ce qu'on appelle le digestat. Eh bien, ce digestat, ça reste des matières organiques qui peuvent être utilisées comme engrais pour les champs. Et donc, c'est du compost. On peut composter. Donc, finalement, dans cette idée-là, on va fabriquer des tas de ressources et des tas de points dans lesquels l'être humain va tirer avantage sans fabriquer une pollution ou un déchet. Est-ce que l'économie circulaire, à un moment, peut avoir ses limites ou pas? Ou bien c'est dans la durée, c'est illimité? Puisqu'on dit rien n'est jeté, rien n'est vendu, rien n'est perdu. Oui, je crois que l'être humain est l'inventeur du concept du 100%. Je ne suis pas sûr que la nature fabrique du 100%. Et donc, nous, évidemment, on rêve d'une économie qui soit complètement circulaire. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui est totalement possible. Mais par contre, Les raisons, c'est quoi? ben, les raisons, c'est que probablement qu'on n'est pas à 100% de récupération. Donc, je Hum, pense qu'il y a une partie de consommation, justement, et hum. que donc, on ne va pas arriver à un système totalement circulaire. Ce qui n'est pas très grave. En tout cas, on pourrait fabriquer une économie qui soit beaucoup plus vertueuse. Et puis finalement, ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée-là, c'est que justement, les entrepreneurs, les fabricants de matières premières, les usines, en se disant, je vais prendre connaissance de cette économie circulaire, eh bien finalement, elle est probablement beaucoup plus saine aussi pour les gens qui ont une entreprise, pour les investisseurs, puisque finalement, ils peuvent eux-mêmes maîtriser les déchets et les réutiliser. Je suis très intéressé à l'idée de récupérer les déchets des industries pour les revaloriser. Finalement, c'est extraordinaire en termes d'économie. Donnez-moi vos déchets, je vais en faire des ressources. C'est une matière première gratuite. Quels sont les acteurs principaux justement de cette économie circulaire? Est-ce que vous avez des exemples qu'on peut donner? Moi, j'ai pas d'exemple particulier, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'éducation à l'environnement. Mais donc, quand je vois que certaines entreprises de collecte de déchets arrivent à revaloriser énormément de déchets, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est une excellente ressource. Mhm. Par exemple, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des gens de chez Total qui expliquaient leur avancée technologique pour dépolymériser des plastiques. Donc finalement, un plastique, je schématise très très fort et je suis pas un grand spécialiste du plastique, mais c'est du pétrole qui a été polymérisé. On a Mhm. fabriqué une matière polymérisée. Si on le dépolymérise, eh bien, on peut refabriquer d'autres choses avec ça. Et donc, finalement, cette entreprise a cette capacité technologique importante de pouvoir retransformer des plastiques qui ont été émis et qui sont pour l'instant un déchet et qui peuvent redevenir une ressource. Ça, Mhm. c'est extrêmement intéressant. Jusqu'à où peut-on aller justement dans l'économie linéaire? Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a pas de limite? À coup sûr, il y en a. Mhm. La limite de l'économie circulaire, c'est la ressource proprement parlée. Mhm. Et donc, forcément, si, quelle que soit la matière dont on a besoin pour produire quelque chose, une matière qui vient de la planète Terre, si on l'épuise dans son intégralité, l'économie s'arrête par le fait que il n'y a même plus d'être humain pour l'utiliser. Donc finalement, on arrive dans un autre concept
qui m'intéresse beaucoup plus que le concept économique, c'est le concept éthique. C'est quoi l'éthique, justement, dans l'économie circulaire pour vous? Alors, je ne sais pas ce que c'est l'éthique dans son ensemble, mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans l'économie, moi, justement, c'est pas l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est le but de l'argent. Finalement, je consomme de l'argent, j'utilise de l'argent comme tout un chacun de notre société. Je suis pas fâché avec l'argent, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire de cet argent. Et si l'argent sert à être au service du bien-être humain, si l'argent sert au bien-être de notre support planète, je trouve ça intéressant et je trouve ça éthique. Et donc, finalement, dans l'économie, ce qui me chipote un petit peu, ce qui me dérange, c'est que finalement, si quelqu'un développe un projet économique pour amasser de la richesse pour lui-même, eh bien finalement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi. Sauf évidemment si, comme je suis dans le cas de celui qui emmagasine plus de richesse. Et beaucoup d'êtres humains ont cette tendance vers la facilité de se dire, bon, bah, je vais avoir un bon business, je vais fabriquer beaucoup d'argent, je vais avoir plus d'argent et ma vie va être très facile. Au détriment, bien entendu, de tas d'autres choses. Être humain, nature, On, éthique. on voit de plus en plus de sociétés classiques, si on peut les appeler entre Mhm. guillemets, qui vont justement vers cette économie circulaire. C'est quoi? Ils ont un problème de conscience en disant on a trop justement exploité les ressources de la terre. On doit revenir vers quoi? Vers des choses plus simples, vers des choses plus essentielles. Je ne sais pas s'ils ont un problème de conscience. On parle beaucoup de greenwashing. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est fâché sur l'idée du greenwashing, par le fait que je me regarde moi-même et que je me rends compte que ma conscience écologique n'est pas née avec ma naissance. Comme j'étais enfant, je regardais le jardin extraordinaire que j'adorais, que j'aime toujours bien. Je regardais le commandant Cousteau, toutes ces choses me fascinaient et ça, ces informations ont commencé à me donner des pistes de réflexion et je me suis dit, tiens, au fond, la nature, celle que je vois quand je vais me balader, quand je suis en extérieur, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'utile. Et cette idée, petit à petit, a germé et je me suis dit, tiens, au fond, c'est quand même une bonne idée de préserver cet environnement. Eh bien, de la même manière, quand une société, j'ai beaucoup de sociétés qui m'appellent et qui disent, bon, voilà, nous, on se fait beaucoup critiquer par le grand public, Mhm. par des gens qui sont très fâchés, même s'ils consomment nos produits, ils sont très fâchés sur notre impact écologique et on se fait fumer dans les médias, on se fait fumer en place publique. Et pourtant, finalement, si on arrête notre activité, ben, finalement, un grand pan de la société et de l'économie s'écroule. Donc, beaucoup de gens qui travaillent dans ces sociétés qui ont relativement mauvaise réputation viennent nous voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire sans être traité de personne qui va faire du greenwashing, je vais repeindre ma société en vert. Mhm. Et finalement, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout fâché sur les gens qui se posent des questions et qui se mettent en chemin, parce que je pense que c'est la base. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre société pour aller mieux? On fait la même chose dans les écoles. Plein d'enfants nous disent, ah, Hubert, Jérémy, mon collègue Jérémy, qui fait beaucoup d'animation aussi dans les écoles, quand on demande aux enfants, mais au fond, quel est l'état de l'environnement? Les enfants sont fâchés, ils sont en colère Ils sur sont pas nous, chefs sur qui? Sur nous? Sur nous. sur toi et sur moi, parce que les Et vieux vous cons, pensez maintenant, qu'ils c'est ont nous. raison? Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discours qu'ils reçoivent est un discours extrêmement anxiogène, extrêmement alarmiste. La planète va mal, nous l'avons tuée, nous l'avons détruite, et on va tous en mourir. Et c'est quoi? Cette génération nous demande des comptes actuellement? Alors, en tout cas, cette génération est angoissée. Alors, Angoissés. le plus haut niveau d'angoisse, c'est des enfants, j'ai vécu ça, qui me disent, des enfants très jeunes, hein, qui me disent, texto, je suis en éco-dépression, la planète va mourir à cause de vous, les vieux. Le vieux con, il n'est pas loin, hein, il est sous-entendu, on le perçoit. À cause de vous, eh bien, en fait, nous, on va mourir et on va avoir une planète horrible. Et donc, je ne m'implique plus dans la société, j'attends la mort, je joue à mes jeux informatiques qui me font du bien, et pendant ce temps-là, je ne prends plus en charge la société. C'est un faible pourcentage des enfants, mais c'est un pourcentage des enfants.
Quand j'étais enfant, le mot éco-dépression n'existait pas, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas perçu. Une grande partie des autres enfants sont très en colère et nous disent, vous les vieux, j'ai quelques poils blancs, donc ça démarre, et vous les vieux, vous avez tout foutu en l'air, vous n'avez rien compris. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort, je pense qu'on n'a pas compris grand-chose et qu'on se comporte sur cette planète comme des enfants ignorants. On détruit beaucoup de choses, on prend beaucoup de choses, mais finalement, on n'est pas beaucoup dans ce cercle vertueux. Il y a un publiciste, Ségala, Mhm. qui a dit, il s'est beaucoup fait critiquer pour ça, si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex au poignet, tu as raté ta vie. Alors moi, j'ai une autre philosophie de vie. Je pense qu'à 50 ans, j'en ai 48, ça se rapproche, si tu n'as pas commencé à planter des arbres qui serviront aux générations que je ne connaîtrai probablement pas, je pense que tu as loupé le sens de ta vie. Un des objectifs de la Fondation Naturalis, c'est de planter des arbres. Et ça semble très novateur, ça semble cool, ça semble dans l'air du temps, mais en fait, on n'a rien inventé. Les anciens faisaient tout ça. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils plantaient des chênes. Et ils plantaient des chênes, ici en Europe, pour des enfants qui allaient naître plus tard que leur décès. Je trouve que ça a une classe folle. Je trouve que le sens de la vie, en tout cas pour moi, le sens de ma vie, c'est bien plus de planter des arbres et de faire partie de ce cycle et de ne pas avoir complètement flingué cette planète et que après ma mort, finalement, on va pas laisser de grandes traces dans l'histoire, hein, il faut pas se leurrer. Mais si on laisse quelques arbres, si on laisse une conscience et une connaissance de la nature, si on arrive à éduquer et à faire comprendre aux enfants l'importance et la puissance d'une forêt. Je lis et j'écoute très régulièrement un grand biologiste, Francis Allais, quelqu'un que j'admire, que je vais probablement bientôt rencontrer, qui explique avec passion comment fonctionne la nature, comment fonctionnent les arbres. Et quand on explique aux enfants ce qu'est un arbre, à quoi il sert, comment il prend le gaz carbonique dans l'atmosphère et il le matérialise. Il en fait une matière qui s'appelle du bois. Et que ce bois, finalement, on peut l'utiliser pour fabriquer le bureau qui est là, la chaise sur laquelle tu es assis. On peut en mettre une partie dans le poêle à bois et que finalement, le gaz carbonique qui nous fait tant peur, le CO2, finalement, non seulement c'est un constituant des arbres, mais c'est aussi un constituant de notre corps. Il y a du CO2 dans mon corps, il y a du gaz carbonique dans mon corps et j'en respire. Et que finalement, l'oxygène que nous, on respire, cet oxygène, il est indispensable à notre vie, mais cet oxygène est le déchet d'autres organismes vivants. C'est le déchet de certaines plantes et certaines bactéries. Donc, par exemple, quand la planète s'est créée, il y a 4,5 milliards d'années, eh bien, ça a mis 1 milliard d'années avant d'avoir une atmosphère. Et cette atmosphère primitive, elle ne contenait quasiment pas d'oxygène. Il a fallu encore attendre plus ou moins 2 milliards d'années pour que des organismes au nom imprononçable qui s'appellent les stromatolites et les foraminifères fabriquent par leur vie, par leur existence, fabriquent des déchets. Les déchets de leur vie, ça a été de l'oxygène. Puis il y a eu d'autres bactéries, les cyanobactéries, qui ont donné finalement la descendance de ces bactéries. C'est finalement tout le monde végétal qui fabrique, qui font la photosynthèse. Et le déchet de la photosynthèse, c'est l'oxygène. Donc le déchet de tous ces animaux, c'est notre ressource vitale. On est presque des grands principes d'économie circulaire, donc même si l'argent ne rentre pas en ligne de compte, nous recyclons le déchet des bactéries et des végétaux. Donc c'est évidemment extraordinaire. Dans la nature, chaque déchet est une ressource pour quelque chose d'autre. Donc finalement, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que nous respirons un déchet. Alors quand j'explique ça dans les écoles, les enfants poussent des cris. Oh, je ne veux pas respirer des déchets. À chaque fois, je leur donne la même réponse. Si tu trouves que la respiration, c'est sale, je t'explique d'où viennent les œufs. D'où viennent les œufs? Des poules. Alors, une question de notre temps, vraiment. Est-ce que justement cette économie circulaire booste-t-elle l'innovation technologique, d'après vous? Je ne sais pas si l'économie circulaire booste.
l'innovation, mais je pense que les entrepreneurs ont tout intérêt à... Vous parliez tantôt de déchets, justement, mais ce déchet est devenu quand même une force économique actuellement. Bien sûr, je pense que les entrepreneurs, les entreprises ont vraiment intérêt à comprendre où sont les ressources Hmm. et à comprendre comment fonctionne la nature, parce que la nature nous donne euh, des tas d'idées. La nature a des tas de très bonnes idées, et en plus, elle a quelque chose, elle a un gros avantage sur nous, c'est qu'elle a beaucoup plus de temps. Homo sapiens, 800 000 ans, la vie sur la planète, au précambrien, on est quand même à quelques milliards d'années. Et donc, finalement, ben, cette vie, elle a eu le temps de se développer et nous, on imite la vie dans bien des domaines. Par exemple, bon, moi, je suis apiculteur, j'ai cette grande chance de m'occuper des abeilles. Eh bien, certaines entreprises ont développé des planches en nid d'abeilles, des pare-chocs en nid d'abeilles. C'est la structure la plus légère, celle qui consomme le moins de matière et qui donne en résultante la plus grande résistance. Et donc finalement, c'est du biomimétisme. On va imiter la nature, et on va la copier et en fabriquer un produit industriel. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à comprendre et à connaître la nature, à savoir comment elle fonctionne, plutôt que de la détruire. Eh bien, finalement, on peut l'utiliser. La nature est justement ce booster en termes de nouvelles économies, nouvelles technologies, hein. Je pense qu'on a tout intérêt à ce qu'elle le soit, en effet. Euh, Quelle est la différence justement entre un déchet et une ressource pour vous? Alors, bon, bah, Vous avez touché quelques mots. le déchet, c'est vraiment le résidu d'une activité humaine. Dans la nature, il n'y a pas de déchet. La nature est parfaitement en cycle. Et donc, le déchet, c'est une grande concentration de résidus d'activité humaine au même endroit. Si je jette un papier finalement, c'est jamais de la cellulose, hein, c'est de l'arbre. Si je prends un papier, même blanchi à la chimie, si je prends Mhm. le papier et que je le dépose dans la nature, ben, finalement, j'ai créé un déchet, mais une faible pollution. Dans pas très longtemps, les petits organismes de la nature, les petits collemboles qui se trouvent dans le sol et qui ont l'habitude de dégrader les feuilles des arbres, de les manger, de les transformer, les vers de terre qui mangent les feuilles des arbres et qui vont en faire de la terre, eh bien, en très peu de temps, même si c'est pas exactement la même feuille que celle qui tombe des arbres, eh bien, cette feuille, elle va être très rapidement intégrée par la nature. Si je prends une très très grande quantité d'un produit, à peu près quel qu'il soit, qui est le résidu d'une activité humaine, et que je le mets au même endroit, je crée une pollution. Je déséquilibre la nature pendant quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, quand c'est le cas de déchets radioactifs, le temps de demi-vie de l'uranium est déjà en quelques milliers d'années, voire millions d'années. Donc ça prend vraiment du temps. Mesdames, Messieurs, on est toujours avec Hubert Burgermans, qui est justement le CEO de la Fondation Naturalis pour ce webinaire spécial économie circulaire dans le cadre d'un programme européen au niveau d'Erasmus+. Hubert, tu sais qu'on a plusieurs partenaires. Mhm. On est en partenariat avec des pays comme la Slovaquie, comme la Lettonie, comme la Lituanie, comme l'Italie aussi. Moi, je veux revenir. Quel est le rôle justement de l'éducation dans l'économie circulaire pour toi? Alors, je pense qu'il est capital. Je pense vraiment que c'est très intéressant d'investir dans le non marchand. Quand on regarde l'économie, finalement, le secteur primaire, les mines, l'agriculture, par exemple, sont les secteurs qui génèrent de l'argent, qui génèrent de la valeur. Et donc, ce sont ces secteurs-là qui, à mon sens, doivent financer le non marchand. Le non marchand, c'est l'éducation, c'est les soins de santé, c'est l'aide aux personnes défavorisées. Tout notre système politique ne rapporte pas d'argent. Il faut payer les gens
qui prennent ça en charge. Et donc, tout ce secteur non marchand, il doit être financé par le secteur primaire. Quand on analyse un petit peu notre économie, ben, on se rend compte que finalement, l'agriculture, à l'heure actuelle, est sous perfusion et reçoit des subsides. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui décide de subsidier le secteur primaire. Je pense qu'il faudrait plus subsidier ce qui est non marchand. Et pourquoi subsidier et pourquoi prendre connaissance du fait que l'éducation est quelque chose, à mon sens, de primordial? Eh bien, parce que ce sont les générations qui nous suivent. Je suis très étonné qu'en 2024, on soit encore occupé de faire des guerres. Quel est l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur la planète? Est-ce que c'était une bonne idée de se battre ou est-ce que c'était pas une bonne idée? Moi, j'ai une réponse, j'ai une idée sur la question. Je pense que c'est pas une bonne idée de se battre. Et donc, certainement pas avec des armes modernes. Et finalement, si dans l'éducation, même si ça semble un petit peu naïf, on arrivait à se dire, mais au fond, est-ce que ce serait pas intéressant d'apprendre l'économie sous un paradigme éthique, avec des lunettes éthiques? À quoi sert l'économie? Est-ce que l'économie, ça sert à enrichir certaines personnes au détriment d'autres, ou est-ce que l'économie doit être au service de l'humain et de la nature? À mon sens, l'économie doit servir exclusivement à être au service de l'humain et de la nature. À quoi sert l'éducation? Ben finalement, encore une fois, quand un enfant ne sait pas faire la différence entre un mouton et un chien, est-ce qu'il est totalement adapté à la compréhension de son support? S'il ne sait pas comment s'est formée cette planète, s'il ne sait pas à quoi sert la couche d'atmosphère qui est très fine, hein, on a une couche d'air de quelques kilomètres au-dessus de notre tête, mais c'est pas énorme. Pourtant, cette couche d'atmosphère, les quelques kilomètres d'air qui sont au-dessus de nous, nous protègent, entre autres, du rayonnement cosmique et des rayons du soleil. Ça nous empêche de mourir, tout simplement. Et de la même manière, ce sol, il n'y a pas toujours eu de la terre sur la planète Terre. D'ailleurs, il y a plus d'eau que de terre. On devrait l'appeler la planète mer et pas la planète Terre. Mais cette grande quantité de terre, qui en fait est le résultat de la dégradation des plantes, cette terre, cette couche nourricière, abondante, fertile, qui est sur notre planète. Elle sert de support à nous, les êtres humains, mais aussi aux plantes qui contribuent à l'entretien de cette atmosphère, et c'est quelque chose qui nous est capital. Je suis très étonné, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à faire des animations d'éducation à l'environnement dans les écoles. Je suis très étonné que beaucoup d'enseignants dans les écoles, quand on leur explique comment s'est créée la planète Terre et comment est-ce que la vie est sortie de l'eau, c'est ce qu'on appelle la terrestrialisation, comment est-ce que la vie a pu coloniser cette planète Terre et fabriquer le résultat que nous, on connaît. Comme nous, les êtres humains, on a la mémoire très courte, on imagine que ça date de toujours. En fait, il n'y a pas de toujours, il n'y a pas de jamais, et il n'y a pas de 100%. Ce sont des concepts, évidemment, que nous, on a inventés, le toujours, le jamais, le 100%. Dans la nature, ça n'existe pas. Petit à petit, la vie s'est adaptée à la planète Terre, et donc les premiers organismes qui ont réussi à sortir de l'eau, quand ils sont morts, eh bien, finalement, le déchet est devenu le substrat, la Terre. Et petit à petit, cette couche de terre a augmenté pendant des millions d'années et elle est devenue la terre fertile et abondante dont on a besoin pour fabriquer quasiment toute la nourriture qu'on ingère. Finalement, c'est moi qui vais vous poser une question. Quelles sont les deux choses qu'on consomme dans notre alimentation qui ne sont pas vivantes ou qui ne l'ont pas été? Je me suis pas posé cette question. Voilà, ce sont des questions que je me pose tous les jours. C'est l'eau et le sel. Mhm. À part ça, tout ce qu'on mange est vivant ou a été vivant. La farine, c'est du blé qu'on a écrasé. C'était vivant. Les œufs, ça vient des poules, c'est vivant. Ou ça l'a été. Et ainsi de suite. Tout ce qu'on mange, à part l'eau et le sel, si quelqu'un sur le webinaire trouve quelque chose, je suis ravi de découvrir quelque chose d'autre que je consomme qui n'est pas vivant, qui l'a pas été. Nous sommes, contrairement aux plantes, nous sommes hétérotrophes. Ça veut dire que nous avons besoin de nous alimenter et c'est notre condition. Les plantes ont cette énorme chance
d'utiliser l'énergie solaire pour fabriquer leur propre nourriture. Nous, les animaux, on est obligés, nous sommes des animaux, oui, c'est peut-être une découverte pour certains. Notre nom d'animal, on est Homo sapiens, on fait partie de la famille des mammifères. Et on a besoin de consommer du vivant. On a aussi besoin de consommer de l'eau. Et on a besoin de consommer du sel. Tout le reste, c'est du vivant. Ça fait partie de notre condition. On peut être très fâché sur ça, on peut se dire, je ne veux pas consommer de vivant, mais c'est notre condition. Jusqu'à preuve de contraire, je ne peux pas me nourrir que de prana. Quelle doit être justement la conscience humaine dans le cadre de l'économie circulaire? Mais je pense déjà que prendre conscience de notre condition, ça nous permet de ne pas prendre de fausses routes. Ça nous permet de prendre conscience que ce support, cette planète, qui a des ressources qui sont finies, sûres, c'est pas, Vous êtes alarmiste? ah non, 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 je suis un éternel positiviste. Mhm. Je, je, j'ai pris le parti d'être dans l'action. Je pense que si on est conscient qu'il y a des choses à faire sur la planète et qu'on ne le fait pas, eh bien finalement, ça mène au malheur, à la tristesse. Et avec mon niveau de sensibilité, si j'étais pas dans l'action, je pense que je serais triste. Je pense que même que ça me rendrait malade. Vous n'avez pas l'impression que les gens comme vous luttent pour rien? On a l'impression parce que on a justement ce grand conglomérat de grandes sociétés, etc., qui sont dans un quoi, dans un seul but de profit, profit, profit. Oui, Est-ce qu'à un moment où vous dites, voilà, vous désespérez ou pas? non, Non? non, je désespère pas, parce que ces actions me rendent heureux. Mhm. Comme je suis heureux de partager cette compréhension de la nature, euh, je me dis que ça vaut la peine, que l'histoire vaut la peine d'être vécue, tout simplement. On a parlé tantôt, excusez-moi, mais de l'économie linéaire. Est-ce que le cycle de l'économie linéaire arrive à ce cycle de fin ou pas? Alors, bah justement, comme c'est linéaire, ça ne peut pas être un cycle, c'est quelque chose Hmm. qui va tout Quand, droit. tout droit, mais quand je dis cycle, c'est dans l'imaginaire, hein, Ouais, dans ouais. l'imaginaire humain. Est-ce qu'il y aura une fin à une économie linéaire? À coup sûr, tout a une fin. Mhm. Donc oui, forcément, un jour le soleil va s'éteindre, un jour après la planète va terminer, il y a une fin à ces choses. Hmm. C'est Hmm. purement scientifique. Il y a eu un début et il y aura une fin, à coup C'est quoi le sûr. message que vous voulez donner justement à ces grands conglomérats, à ces grandes sociétés? C'est de dire quoi? Alors, de un, c'est de dire travaillons ensemble. Je pense qu'il faut pas prendre les sociétés de manière frontale et d'aller leur dire vous êtes les méchants. Mhm. Je n'ai pas fabriqué cette chemise. Mhm. Je n'ai pas fabriqué le bureau qui est là. Mhm. J'ai un véhicule et donc je ne vais pas aller culpabiliser des gens qui œuvrent pour la société telle qu'elle est à l'heure actuelle. Est-ce que notre société est perfectible? Elle est largement perfectible. Nous pouvons aller beaucoup plus loin sans cette peur de dire, beaucoup de gens me disent, ouais, mais enfin bon, si on arrête l'économie telle qu'elle est maintenant, on retourne au Moyen Âge. Je pense pas que le Moyen Âge était une période horrible, mais je suis convaincu qu'avec le niveau de technologie qu'on a à l'heure actuelle, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le bien-être humain, dans le bien-être de la planète, en fabriquant beaucoup moins de déchets. Et donc, on est dans une période absolument fabuleuse. C'est pour ça que je ne suis pas du tout défaitiste. Mhm. Par contre, je pense que on doit lâcher certaines choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les ressources doivent évidemment être beaucoup mieux partagées. Beaucoup de gens ont très très peur. On est dans une société où on a beaucoup plus peur qu'avant. Moi, quand j'étais enfant, Monsieur Météo, Jules Metz, à l'époque, il disait, Mhm. demain, il va pleuvoir. Et puis maman, elle mettait dans mon cartable un petit KOE. Et le lendemain, s'il pleuvait, j'avais le KOE. S'il pleuvait pas, ben, on avait le KOE, on le mettait pas. Et donc, quand j'entends certains de mes élèves qui me disent, le cours doit être annulé hein, demain parce que c'est alerte jaune. Alerte jaune, ça veut rien dire pour moi. Je pense que, il pleut ou il pleut pas tout simplement. Et donc, être dans cette angoisse, je pense que c'est pas une bonne idée. On n'a pas besoin d'être dans l'angoisse quand on a la conscience qu'on vit dans un monde d'abondance. Moi, je me connecte
à l'abondance. On reçoit d'ailleurs dans la SBL et dans la fondation, on reçoit énormément de cadeaux. La première année de la création de la fondation, on a reçu comme premier don 52 000 euros. C'est un beau cadeau. Et donc, on a été connecté et on est connecté à cette abondance. Et donc, finalement, si on comprend qu'on vit dans un monde d'abondance, eh bien, finalement, on n'est pas dans la peur, on est dans le respect de l'abondance. Je n'ai jamais eu de problème de respirer parce que autour de moi, il y a une atmosphère énorme, une atmosphère abondante, mais fragile. Je ne peux pas me permettre de la détruire. Il y a énormément d'eau sur cette planète. Toute l'eau de la planète n'est pas potable à l'heure actuelle et elle ne le sera jamais, mais on a énormément de facultés techniques pour potabiliser ou désaliniser de l'eau et la consommer. Donc, il y a une forte probabilité qu'on ne soit jamais en manque d'eau, et ainsi de suite. On a énormément de choses qu'on peut utiliser pour se nourrir. On a énormément de possibilités pour faire du textile. On n'est pas obligé d'utiliser que du coton qui ne vient pas de chez nous. On pourrait retricoter la filière laine. On pourrait replanter du lin, le faire rouir dans les champs, comme on voyait jusqu'il n'y a pas si longtemps. On en voit encore un petit peu maintenant. Rien que le terme euh, rouir du lin, beaucoup de gens ne savent plus ce que ça veut dire. Mhm. Pourtant, il y a 100 ans d'ici, tout le monde savait très bien ce que voulait dire faire rouir le lin. Utiliser le chanvre, qui est une plante qui a été totalement diabolisée par l'être humain, alors qu'elle est considérée dans l'Ayurveda comme la mère des plantes. Évidemment, cette plante n'a pas à la base pour vocation simplement d'être fumée pour raisons récréatives. C'est probablement la moins bonne utilisation de cette plante. La meilleure utilisation de cette plante, c'est de faire de l'huile de chanvre, c'est de faire du textile avec du chanvre, c'est de faire de la biomasse qui sont des utilisations extrêmement vertueuses. Vous dites quoi? Il faut se revenir justement au principe de se réadapter à la nature Je, pour le développement économique? je pense qu'on peut totalement combiner l'idée d'un bien-être. On n'a jamais vécu une période aussi simple, aussi facile à vivre que la période actuelle. Et donc, une grande partie des êtres humains de la planète vivent dans un confort total. Moi, j'ai eu toute une vie de confort et je suis très reconnaissant. J'ai pas eu faim, j'ai pas eu soif, j'ai pas eu froid. Et donc, je fais partie des gens les Hmm. plus nantis de cette planète, avec une incroyable reconnaissance pour cet état de fait. Je pense qu'on peut même aller beaucoup plus loin dans ce confort. D'abord, ce serait chouette d'embarquer un petit peu avec nous tous les gens qui n'ont pas accès à ce confort-là. L'eau, en un, accès à l'eau partout sur la planète. Ça coûte pas très cher, hein, mettre l'eau partout sur la planète. Ça se calcule, ça coûte pas très cher et ce serait très efficace. Je suis très étonné qu'en 2024, l'entièreté des êtres humains n'ait pas encore accès à l'eau potable. On a la Mhm. technologie pour le faire, à coup sûr. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité mondiale? Moi, je pense que si. Quand on parlait d'éthique tout à l'heure, à chaque fois que j'ai conscience qu'un être humain n'a pas accès à l'eau potable sur la planète, ça me rend triste. Vraiment, c'est quelque chose qui vient me chipoter. Quand je vois que des êtres humains meurent de faim sur la planète, meurent de froid parce qu'ils n'ont pas accès à un abri, à une maison, à des vêtements. Quand je vois en Belgique des gens qui sont sans abri, j'en ai accueilli plusieurs qui viennent nous aider à la microferme, qui travaillent avec nous et qui en sont ravis. Ça fait partie des meilleurs travailleurs qu'on a, hein. Pourtant, ce sont des gens qui n'ont pas eu un parcours de vie facile. Et donc, je me dis, doit-on forcément sacrifier le bien-être au profit de la technologie? Non, je pense qu'on peut vraiment réinventer une économie qui soit éthique, qui nous mette dans un bien-être, qui permette de financer le non marchand. C'est un rêve, hein. On arrive à mes rêves. Et qui permet en même temps d'éduquer les jeunes générations à cette confiance en l'abondance et à cette connaissance de la nature qui fait qu'on va être pour longtemps encore dans le bien-être.
Le jour où le soleil va s'éteindre, c'est pas grave, notre vie d'humain va s'arrêter. Mais ce serait quand même un petit peu dommage de s'éradiquer du bassin génétique de la planète par notre propre bêtise. On va tout doucement vers la fin de ce webinaire vraiment passionnant. On est toujours avec Hubert Gorgemans, qui est le CEO, le président de la Fondation Naturaliste, et aussi le président de l'association Terre à Terre, qui se complète justement à l'éducation à l'environnement. Une question très basique, finalement. À quoi sert l'économie, qu'elle soit linéaire, qu'elle soit circulaire, pour vous? Au bien-être de l'humain et de l'environnement. Elle ne peut servir qu'à ça. L'économie ne peut servir que au bien-être. Mhm. À partir du moment où elle ne sert pas à ça, eh bien finalement, on tombe dans des travers qui sont un peu enfantins, hein. Finalement, Enfantin? mais oui, quand on était enfant, on se battait pour le camion rouge. On Mhm. avait tous les deux envie de jouer avec et on se Mhm. battait un peu pour l'avoir. Je pense qu'il y a des nouveaux paradigmes à mettre en place. On pourrait très bien se dire, OK, comment est-ce qu'on va jouer ensemble un jeu dans lequel on est tous les deux dans le bien-être? Comment est-ce qu'on va faire? C'est très naïf, hein. Ça semble très naïf. Et si cette naïveté était possible, et si on pouvait mettre en place des choses, ou plutôt que d'être en opposition, on arrive à la collaboration. Alors, ce sont des paradigmes qui sont neufs. Vous avez parlé de quoi? De collaboration. Oui, Ça veut dire que l'économie circulaire peut collaborer avec l'économie linéaire? je pense pas, non, mais je pense que l'économie circulaire Hmm. doit collaborer et doit être au service du bien-être de la nature et de l'être humain. Une chose qui est très Ce étonnante, n'est pas le cas de l'économie linéaire, justement? non, Non? non, à coup sûr, non. Non. Non, non, une économie qui est linéaire ne peut pas être au bien-être de la nature, ne peut pas être au service du bien-être de la nature. L'économie linéaire, Est-ce qu'on est allé trop loin, justement, dans cette économie linéaire? il est temps de changer de paradigme. Mhm. On est à peu près tous d'accord sur cette Est-ce idée-là. que c'est dû à ça, justement, ces chamboulements qu'on a au niveau sociétal, avec le réchauffement climatique, avec les inondations, avec la terre, avec ces feux de forêt qui en finissent pas ici en Europe? C'est pas loin, hein, on est Mhm. à quelques centaines de kilomètres d'ici. On voit ce réchauffement climatique, etc. C'est quoi? C'est dû justement à cette économie linéaire? Je sais pas répondre à ça. Je pense que bien malin est celui qui peut avoir un avis bien spécialiste, celui qui est capable de donner un avis sur le climat. Le climat est un système chaotique. Et donc, quand si un scientifique peut dire je connais le climat et je peux déterminer à coup sûr quels sont les impacts, euh, j'écouterai cette personne avec grand intérêt, mais avec beaucoup de scepticisme à coup sûr aussi. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Mais je suis sûr et certain, Que? à contrario, Mhm. que mettre en place un système économique qui soit vertueux, qui ait ce curseur éthique de se dire je vais avant tout faire de l'économie pour le bien-être de l'humain et de la nature, et que ça doit être le critère numéro un. Et que donc, que cette économie circulaire va produire le moins possible de déchets, même les déchets, la plupart du temps, on sait les recycler, on sait les transformer, on sait les neutraliser. On a des scientifiques extraordinaires hein, qui arrivent à transformer vraiment une pollution en quelque chose de neutre. Finalement, vous croyez à l'intelligence humaine, alors? Sûr, Hein? sûr, 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 sûr. C'est l'intelligence humaine qui va reprendre le pas, justement? Oui, Hmm? mais je pense pas que c'est en allant sur une autre planète. Je pense que à partir du moment où on a l'idée de se mettre au service Mhm. de la population, de la nature, je pense qu'on est dans le bon et que ça nous rend heureux. J'aurai jamais de Rolex à mon bras. Je pense que même si on en offrait une, elle serait vendue dans l'heure à quelque chose qui me semble plus utile. Mais je suis sûr et certain que travailler pour ce bien-être commun, c'est travailler aussi pour soi-même. Ça me rend heureux de travailler pour le bien-être commun, pour le bien-être de la nature. Prendre soin des animaux, prendre soin de la nature, planter des arbres. Euh, Planter un arbre, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est symbolique.
Euh, Moi qui suis un homme, je ne donne la vie que en partie, je ne porte pas la vie. Mais quand je plante un arbre, quand je fabrique, quand j'élève des rennes dans les ruches, eh bien, je suis cet architecte discret qui met le petit coup de pouce subtil pour aider la nature et l'orienter vers l'abondance dont je profite. Ce n'est pas détruire la nature pour profiter, c'est avec subtilité, humilité et intelligence donner le coup de pouce de l'architecte qui comprend comment fonctionnent les choses et qui va déposer la graine, sélectionner le fruit, aider l'animal à brouter à tel endroit, à utiliser ses déjections pour fabriquer des tas de choses et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'on doit sortir de ce monde de l'ego où on se bat et rentrer dans ce... L'ego, c'est quoi? C'est la surconsommation. Oui, c'est Hein. moi d'abord et le reste après. Mais quand on voit des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, comme des pays de l'Amérique centrale, qu'on voit le Brésil, qu'on voit ces pays émergents, quel est le message que vous voulez dire à ces pays, à ces gens? Sortons de l'ego, rentrons dans l'écho. On peut, on a cette chance On a merveilleuse. l'impression qu'il y a toute une génération qui n'a connu que justement cette forme d'économie linéaire. Oui, bien sûr. Ah Oui, oui, ouais? tout à fait, tout à fait. Et heureusement, ça change Vous n'avez petit pas à petit. l'impression que vous êtes un peu Don Quichotte? Hein? Oui, tout à fait, tout à Hein? fait. Peut-être que je Vous fais dites pas partie un des... moment où vous, dans le possible, vous dites, mais oh, Hubert, avec maman, ça sert à rien, ils me comprennent pas. Non, non, même si je suis le Cervantes de l'environnement, d'abord, ça me plaît beaucoup cette image-là. Et puis, je me rends compte que même que, Hmm. il y a 15 ans, On n'en parlait pas de l'économie circulaire, par exemple, il y a 20 non, ans. Hein? mais je faisais déjà des animations dans les écoles et Hmm. puis Hmm. les gamins que j'ai été voir il y a 15 ans, maintenant sont des adultes, des jeunes adultes qui me disent, ah, monsieur Hubert, ils m'appellent Monsieur Pomme, parce qu'on fait du jus de pomme en classe. Ah Je oui. suis très content de ne pas faire du jus de patate d'ailleurs. Ah. Et ils me disent, ah, Monsieur Pomme ou Monsieur Abeille, souvenez-vous, vous êtes Hmm. venu dans mon école. Et puis ces enfants de l'époque sont des jeunes adultes qui sont devenus animateurs, éducateurs, enseignants, et ils ont une meilleure compréhension de la nature. Ils ont compris ce qu'était la pollinisation, la fructification. Ils ont compris finalement cette règle de finalement respirer, boire, manger. Ce sont les besoins de base. C'est vraiment la base de la pyramide de Maslow, hein. Hmm. On ne peut pas commencer à parler d'écologie quand on ne respire pas. L'écologie, finalement, ce sont des considérations de gens qui sont éduqués et le ventre plein. Quand mon ventre est vide, je ne m'intéresse pas à l'écologie ou à l'économie. Je ne m'intéresse qu'à une seule chose, remplir mon ventre. On a la chance d'être des gens éduqués avec l'estomac plein. Ça nous donne non pas un droit, mais un devoir. J'entends beaucoup parler des devoirs, des droits. Beaucoup de gens disent on a des droits, on a des droits. Je rêve de faire une manifestation où on dirait on a des devoirs aussi. Et si notre devoir, c'était de bien comprendre comment fonctionne cette planète, de transmettre aux générations qui nous suivent une compréhension moins dans la lutte, mais beaucoup plus dans la collaboration. La nature est beaucoup plus collaborative que ce qu'on imagine. Darwin, on pense que Darwin a expliqué qu'en fait le prédateur mangeait le prédaté et que c'était quelque chose de linéaire. La nature n'est pas comme ça. Et Darwin le savait déjà. La nature est collaborative. Les champignons, les mycorhizes vont chercher l'eau et les sels minéraux dans le sol et vont transmettre, donner cette eau aux racines des arbres. Les arbres vont fabriquer du sucre par la photosynthèse et donner du sucre aux champignons. C'est quelque chose de collaboratif. Je te donne, tu me donnes. Et donc finalement, c'est un exemple On extraordinaire. arrive vraiment à la fin de ce webinaire passionnant. J'ai deux dernières questions à vous poser. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot vertueux. Oui. C'est quoi la vertu pour vous? Ah, il faudrait lire André Comte-Sponville qui a Hmm. écrit Le Petit Traité des grandes vertus. Hmm. Mais pour résumer ce qu'est un cirque, un cercle ou un cycle vertueux, c'est l'idée qu'on aille vers le bien-être et pas vers la destruction.
C'est l'inverse du cercle vicieux. Et donc, évidemment, dans le cercle vicieux, on va avoir tendance à avoir un cercle qui est en entonnoir, qui va Mhm. vers quelque chose de néfaste. Dans le cercle qui est vertueux, euh, on va se rapprocher d'un concept que j'aime beaucoup, c'est l'aggradation des sols. C'est l'inverse de la dégradation. Plus on met de matière organique sur un sol, plus il va être vivant, plus il va être abondant en organismes qui vont dégrader cette matière organique et fabriquer de l'humus du compost. Finalement, quand je stérilise un sol par le labour, les engrais chimiques, les pesticides, les fongicides, tous les cides, ça mène au biocide ou à l'homicide. Et donc, finalement, la culture, la compréhension du sol, c'est déposer plus de matière organique et pas retirer. J'ai une toute dernière question. On arrive vraiment à la fin. On est toujours avec Hubert Gorgeman dans le cadre d'un projet européen sur la digitalisation, sur la gamification en termes de l'économie circulaire, un programme européen d'Erasmus+, qui est proposé justement par Euroactiva, qui est le partenaire ici à Bruxelles, en Belgique, dans la capitale de l'Europe. Une toute dernière, un seul message que vous voulez donner, ce serait quoi? On vit dans un monde d'abondance. Ne l'oublions pas. Et on dit quoi? Chuque, on remercie. Ah oui, oui, j'ai Hmm? une infinie gratitude pour cette abondance. Cette grande abondance qui nous est donnée. Oh oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Voilà, on était avec Hubert Gorgeman dans le cadre de ce projet européen passionnant avec tous nos partenaires d'Euroactiva. On a notre partenaire qui vient de Slovaquie, qui vient de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Italie et de la Turquie aussi. Nous vous remercions pour ce webinaire et nous vous disons à une très prochaine fois avec nos programmes Euroactiva et dans le cadre du programme Erasmus+ de la Commission européenne. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.